Et parce que la présidentielle est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple français, Parti de campagne vous propose un rendez-vous avec les candidats. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec François Langlais tout à l'heure, nous reviendrons sur une mesure de votre programme. Vous le savez, nous avons aussi demandé aux Français ce qu'ils pensent de vous. Mais avant, une question sur votre actualité. Après Gilbert Collard et Jérôme Rivière, un autre membre du Rassemblement national vous a rejoint ce matin. Il s'agit du sénateur marseillais Stéphane Ravier. On le sait, vous revendiquer l'union des droites. On a bien compris qu'il y avait une composante extrême droite, mais pour l'instant, de l'autre côté, les Républicains qui choisissent de quitter leur parti, ils choisissent plutôt Emmanuel Macron. Alors, pourquoi ces gens me rejoignent? Je crois qu'il faut expliquer aux Français qui nous regardent. Parce que je suis le candidat qui me suis lancé dans cette bataille pour lutter contre le grand remplacement et l'islamisation de la France. J'en ai assez de ces villes enserrées, de boucheries halal, de boutiques halal, de kebab, etc. J'en ai assez de cette insécurité permanente, de ces vieilles dames qui se font arracher leur collier, de ces jeunes femmes qui ne savent plus comment s'habiller parce qu'elles ont peur de se faire agresser. Donc pour que la France reste la France, je suis lancé dans cette campagne. Ça, c'est le terrain de jeu de Marine Le Pen. Et ça veut dire que vous allez remplacer le Rassemblement national? Non, non, chère Marie Coudray, pas, en tout cas. Marine Le Pen dit que le grand remplacement n'existe pas. C'est moi qui ai imposé. Non, non. On l'a entendu. Eh ben, je vous assure. Regardez maintenant, même Valérie Pécresse emploie ces mots. Mais c'est moi qui ai imposé ce terme dans la campagne présidentielle. Avant, Valérie Pécresse, comme Marine Le Pen, ne voulait pas reconnaître ce mot. Donc, je le dis maintenant, justement. Pourquoi ces gens du Rassemblement national et de LR me rejoignent? Parce qu'ils veulent participer à cette lutte contre le grand remplacement et ils pensent que je suis le seul à pouvoir la défendre, à défendre cette France qui veut rester la France. Et donc, il y a effectivement des gens du Rassemblement national, vous les avez cités, je suis très heureux de les accueillir. Vous savez, dans mon équipe, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de LR. Alors, je vous accorde qu'ils sont moins connus. Non, il y a moins de premier plan, je vous l'accorde volontiers, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de LR. Regardez, il y a M. Jean-Frédéric Poisson, il y a Mme Laurence Trochu, il y a Sébastien Pilard, il y a... On ne va pas tous les citer parce qu'il faut qu'on avance malheureusement. Bien, alors on avance. Mais revenons à votre candidature si vous voulez bien. Il y a encore quelques mois, pour vous dire, n'étiez pas politique. Un mot simplement pour vous dire que ceux qui me rejoignent le plus, ce sont les Français. Je vais vous donner quelque chose, on va une voir annonce, tout à l'heure ce qu'ils mais pensent une annonce. Mon parti, qui a été créé il y a 2 mois, Reconquête, a aujourd'hui la joie d'accueillir sa 100 millième adhérente. Je le dis en primeur pour le journal de TF1. Je l'accueillerai demain. C'est une personne qui vient de LR et je lui remettrai sa carte de 100 millième adhérent. Eh bien, on va tout de suite regarder ce que disent de vous les archives du petit écran pour comprendre effectivement ce qu'a été votre parcours à un sujet signé Isabelle Marie. Regardez. La première fois que l'on vous a vraiment vu à la télévision, Éric Zemmour ne dit rien de vous, hormis les codes couleurs de l'époque, en 95, dans cette autre vie où vous étiez journaliste. En dit-elle davantage cette autre image furtive retrouvée par hasard lors d'une convention de la droite, vous en souvenez-vous, sur l'immigration. Polémiste, essayiste, vous aurez mis 20 ans pour traverser le miroir, être enfin sur l'image, tomber en politique comme on entre en religion. Certains ont leur acronyme, vous, une initiale, ni Zidane, ni Zorro, mais Zemmour en Hongrie, Zemmour en Angleterre, quand vous vous rêvez en De Gaulle. De la politique longtemps observée, vous avez chippé tous les codes, et c'est vous désormais que l'on scrute, que l'on épie parfois. Mais au-delà de cette campagne esthétisante que vous mettez en scène sur votre chaîne YouTube, que restera-t-il de vous après la présidentielle, Éric Zemmour? Des bras levés comme une victoire espérée, un peu d'honneur perdu dans vos mots et vos gestes parfois, ou les simples vestiges d'un vertige médiatique. Éric Zemmour, vous avez beaucoup changé ces derniers mois. Ces lunettes rassurantes que vous portez ce soir, ces bras levés à la Chirac qu'on a vu aussi, ce prompteur que vous utilisez désormais. Est-ce que vous avez endossé le costume du politicien? Ça y est, la mue est accomplie? Je vais vous dire, Anne-Marie Coudray, je ne suis pas... Anne-Claire, pardon. Anne-Claire, excusez-moi, pourquoi je vous appelle Anne-Marie, pardonnez-moi. Anne-Claire Coudray, je vais vous dire, je ne suis pas un politicien. Voilà, je ne suis pas un homme politique traditionnel. J'aurais pu rester journaliste, écrivain, polémiste, comme on dit. Mais j'ai estimé qu'il fallait vraiment sauver ce pays de
du grand remplacement que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, est-ce que j'ai les codes? J'espère, il y a des codes, j'espère que je suis meilleur orateur qu'au début, j'espère que j'applique mon programme, ma politique, mais je ne le fais pas comme un politicien, c'est-à-dire que je ne fais pas de promesses inconsidérées, et moi, en plus, je tiendrai mes promesses. Je tiendrai ce que je dis, ce que j'annonce. Ça fait une grande différence. Je ne suis pas là pour sauver mon parti, je suis là pour sauver le pays. Ce n'est pas la même chose. Justement, on va passer à vos annonces et on va accueillir François Langlais. On a choisi ensemble une mesure de votre programme économique. Si vous êtes élu, vous proposerez aux entrepreneurs de pouvoir verser des primes à leurs salariés. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir François Langlais. Pour augmenter le pouvoir d'achat, vous voulez en effet supprimer les charges sociales patronales et salariales sur une prime qui pourrait atteindre 3 mois de salaire net pour tout salarié d'une entreprise. Mais qu'est-ce qui empêcherait un employeur de détourner votre système en embauchant un salaire fixe beaucoup plus bas, avec cette prime variable en complément? Pouvoir d'achat n'y gagnerait rien, les augmentations de salaire mensuel n'existeraient pas et l'État y perdrait beaucoup compte tenu de la suppression des charges sur un tiers de la rémunération. Je vais vous répondre. Si vous me permettez, en 1 minute, je voudrais dire la philosophie générale de cette politique et je vous réponds précisément à votre question. Tout le monde parle du pouvoir d'achat depuis des semaines. Moi, j'ai voulu essayer de réfléchir sur qu'est-ce que le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce que l'État nous laisse après nous avoir ponctionné et pris le maximum. Et après, c'est ce qui nous reste après avoir payé nos impôts, nos charges, etc. Et pourquoi il ne nous reste pas grand-chose? Parce que l'État nous prend beaucoup, parce que nous sommes le peuple le plus taxé au monde. Deuxième chose, la conséquence de cela, c'est que nous avons pour tous les salariés un salaire net très bas, mais un salaire brut très haut. Donc, j'ai voulu trouver des mesures, et vous prenez celle-ci, mais il y en a d'autres, qui remontent le salaire net sans augmenter le salaire brut, parce que ça obérerait les entreprises et les chefs d'entreprise. Donc, j'en arrive à votre question. Des risques de détournement Oui, possible. j'ai bien compris. D'abord, cette prime peut atteindre, vous l'avez dit, un 13e mois, un 14e mois, un 15e mois. Donc, 3 mois maximum. Vous dites, le patron pourrait dire, bon ben, je te donne un très bas salaire, sauf que ça ne sera pas dans le contrat de travail, cette prime. Donc, effectivement, il faudra un accord en douce. Deuxièmement, mais attendez, le salarié n'est pas obligé d'accepter, parce qu'il n'est pas sûr d'avoir cette prime. Quand un entrepreneur a le choix entre une solution normale et une solution moins coûteuse, naturellement, il va vers la moins coûteuse. Mais cette prime, d'abord, n'est pas comprise, je vous le répète, dans le contrat de travail. Donc, le salarié, d'abord, il négocie son salaire. Deuxièmement, vous me dites, il n'aura plus d'augmentation, il n'aura plus de prime, etc. Ça ne pourrait être qu'une seule prime. Il ne pourrait pas cumuler les primes, les autres primes. Par ailleurs, vous me dites qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire. Mais, cher François Langlais, vous le savez mieux que moi, depuis 20 ans, il n'y a plus d'augmentation de salaire. En France, nous avons augmenté en moyenne de 0,6% par an. Donc, ça ne remplace rien. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. Enfin, vous me dites, mais ça détournerait de la sécurité sociale. Bien sûr, vous avez raison. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est permettre aux gens de récompenser le mérite. J'ai vu beaucoup de... Vous savez, ça fait des mois que je sillonne la France. Je vois des patrons, je vois des salariés. Et en fait, tous me tiennent le même discours. En gros, les patrons me disent, on aimerait bien récompenser les meilleurs. Vous voyez, leur donner des primes à ceux qui travaillent le mieux. Mais si on veut donner 5 000 euros, ça nous coûtera 4 000 euros en charge, donc ça fera 9 000 euros, on ne donne pas. Les salariés nous disent... On va devoir avancer. Non, mais c'est important. Bien sûr, je sais. Voilà pourquoi j'ai trouvé cette solution. Il y en a d'autres, comme vous le savez, mais cette solution me paraît vraiment très efficace pour permettre aux salariés d'avoir une amélioration du pouvoir d'achat sans tuer les entreprises. Alors très rapidement, vous savez que dans cette émission, on demande aux Français ce qu'ils pensent de vous. Voici leur réponse par Adrien Gindre et notre partenaire l'IFOP. Regardez. Tout d'abord, votre image personnelle, Éric Zemmour. Plus de 2 Français sur 3 vous voient comme quelqu'un d'agressif, d'arrogant et d'intolérant. Dans le même temps, 1 sur 2 dit que vous travaillez, que vous êtes dynamique et courageux. À noter tout de même, les femmes vous donnent un score 10 points inférieur aux hommes sur les adjectifs positifs. Passons à présent sur le terrain politique. 64% des personnes interrogées disent que vous les inquiétez. 62% que vos idées sont dangereuses pour la France. Regardons maintenant la perception sur des thèmes qui vous sont chers. Si vous êtes élu,
39% des Français pensent que vous assurerez leur sécurité. 36% que vous défendrez la place de la France dans le monde. En conclusion, nous avons posé la question essentielle. Avez-vous l'étoffe d'un président de la République ? Seuls 25% des personnes interrogées disent oui. Pour convaincre une majorité, il vous reste 8 semaines avant le premier tour. Éric Zemmour, Adrien Gindre le disait, vous avez un vrai déficit auprès des femmes, 10 points de moins que les hommes sur vos adjectifs les plus positifs. Comment vous l'expliquez ? Je pense que on a fait beaucoup de caricatures de moi à partir de textes qui se voulaient des essais, qui se voulaient des essais polémiques dans la grande tradition française. Certains ont tort de penser que vous êtes un misogyne quand vous dites que les génies, les grands génies sont des hommes. C'est une bêtise. Je ne suis absolument pas misogyne. Vous savez, j'ai été élevé largement par des femmes. Mes principales collaboratrices et conseillères sont des femmes. Je ne pense pas du tout être misogyne, mais on a créé ce personnage. Donc, je pense aujourd'hui que je suis le protecteur des femmes. Vous voyez, je pense aujourd'hui que ce qui menace les femmes, ce ne sont pas des propos à l'emporte-pièce, mais c'est l'islamisation du pays. Il y a quand même 7 Français sur 10 qui vous trouvent arrogant, agressif, intolérant. Là aussi, c'est pas le profil parfait pour devenir président de la République. Vous savez, 70%, c'est beaucoup. Vous avez raison, c'est beaucoup, mais les images évoluent. Et je pense que les gens vont apprendre à mieux me connaître. Ils me connaissent déjà mieux dans cette campagne. Je suis un passionné. J'ai la passion de la France. Alors évidemment, parfois, je le fais rudement. Mais je pense que la situation est grave et que les Français ne veulent pas voir disparaître la France qu'ils ont connue. Ils veulent que la France reste la France. Ils ne veulent pas une nouvelle France. Ils ne veulent pas une France créolisée. Ils veulent que la France reste la France. Mais maintenant, je comprends, car j'ai pris certaines positions rudes, en particulier sur l'immigration et sur l'islam. Donc, si vous me permettez, je pense que j'ai 1 minute, je veux dire 10 secondes. Je veux dire à mes compatriotes musulmans que si ils respectent la France, si ils pratiquent leur foi dans la discrétion, et si ils s'approprient notre histoire et nos mœurs, ils sont mes compatriotes et je dirais même, ils sont mes frères. Et je leur tends la main. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, rendez-vous sport et je vous retrouve évidemment vendredi prochain. Très belle semaine.